Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Cette semaine, nous parlerons d'un nouveau sujet. Nous nous intéresserons particulièrement au secteur pétrolier. Comment se fait le recrutement dans le secteur pétrolier? À cet effet, nous recevons sur notre plateau deux invités. Monsieur Adama Tangara, qui est le responsable RH de Oris Énergie, et Monsieur Aboulaye Dambélé, qui est diplômé d'une licence en gestion, logistique et transport. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Ouais, c'est un plaisir. D'accord. Ok, sans plus tarder, nous allons entamer directement la discussion avec notre invité toujours, Monsieur Tangara. Monsieur Tangara, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Monsieur Tangara? Ok, donc merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Adama Tangara. D'accord. Je suis gestionnaire des ressources humaines et ça me fait 15 ans d'expérience dans ces domaines. Donc, j'ai commencé à travailler d'abord dans le secteur des sociétés d'intérim ou de recrutement où j'ai été responsable de recrutement. Donc, après, j'ai une opportunité dans le secteur des industries agroalimentaires. J'ai travaillé aussi dans ces secteurs en tant que directeur des ressources humaines adjoint. Donc, après, je suis passé aussi par les secteurs de distribution des équipements miniers, BTP et groupes électrogènes, où j'ai été le responsable recrutement et développement RH. Donc, ça fait 4 ans que je suis dans le secteur pétrolier comme responsable des ressources humaines à Oris Mali SA, qui est une filiale de Oris Énergie. D'accord. Ok, alors vous avez un parcours diversifié avec, vous avez pratiquement fait tous les secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au secteur pétrolier, comme je viens de le dire. On sait aussi que la crise Covid-19 a touché pratiquement tous les secteurs d'activité. Est-ce que ça a été le cas pour votre secteur, le secteur pétrolier? Et si oui, comment est-ce que cela a eu un impact sur votre secteur d'activité? Ok, donc merci pour la question. Effectivement, la pandémie Covid-19 a touché tous les secteurs d'activité d'une manière ou d'une autre et à des niveaux différents. Donc pour le secteur pétrolier, on a eu quand même des cas de collaborateurs qui ont été testés positifs au Covid-19. Et comme vous le savez, donc ça génère un temps d'absence, donc qui amène un dysfonctionnement dans nos services. Donc au-delà de ça, quand il y a eu la pandémie, le début de la pandémie en 2020, vous vous souvenez que les frontières ont été fermées. Donc si les frontières sont fermées, donc cela entrave la circulation des personnes et des biens à travers les pays. Alors que qui dit circulation parle de carburant, parce qu'il faut mettre les carburants dans les véhicules, les gros porteurs et autres. Donc cet état de fait a fait en sorte que nos ventes dans les stations-service ont baissé, parce que les clients ne venaient pas au rythme normal, ce qui est un manque à gagne un peu élevé. Donc au-delà de ça, nous vendons aussi aux entreprises, c'est ça qu'on appelle la vente B2B. Et il s'est trouvé qu'avec la pandémie, ces sociétés-là ont des difficultés à faire tourner l'activité en plein régime. Donc ça voudrait dire que le volume qu'ils prenaient chez nous diminue et nos chiffres d'affaires diminuent. Et là, c'est encore un manque à gagner énorme. Donc c'est en ces termes-là que je dirais que le secteur pétrolier a été impacté négativement par la pandémie Covid-19. D'accord. Ok, donc nous allons nous intéresser à un autre aspect de votre secteur. D'accord. Quels sont les différents métiers qui composent le secteur pétrolier? D'accord. Donc, parlant des métiers, on en a plusieurs. Donc, on a d'abord les départements commerciaux, il y en a deux, B2B et B2C. On dit B2C, ça c'est généralement les réseaux des stations-service, on vend directement aux consommateurs. Mais la vente B2B concerne plutôt les ventes industrielles, ça peut être des BTP, des industries et autres. Donc, il y a ces deux volets dans l'activité. Et pour faire tourner le secteur pétrolier, il faut obligatoirement un service logistique transport. Parce qu'on n'exploite pas le pétrole au Mali, mais on exporte le pétrole et on distribue ici. Donc il faut qu'il y ait un service logistique transport qui va s'occuper du transport, de l'acheminement, et ainsi de suite. Donc sans oublier les services support, qu'on appelle généralement support, RH, finance,
et d'autres secteurs comme les retours tickets. Comme vous savez qu'on vend les chèques tickets, qu'on vend aux clients aussi. Donc, il y a tous ces aspects. Mais quand vous prenez par métier, on ne peut pas faire tourner une station-service sans qu'il y ait des pompistes. On ne peut pas faire tourner une station-service sans qu'il y ait des gérants. Et on a quand même un métier spécifique par rapport à la gestion de ces stations-service qu'on appelle généralement des inspecteurs réseau. Donc, ça demande des standards qui sont connus de façon internationale et des standards locaux. Donc, il faut que la personne, un inspecteur réseau doit connaître ces standards pour que la station puisse être aux normes, ça puisse fonctionner normalement et que ça puisse générer un bon chiffre d'affaires. Donc, il y a un autre aspect, un poste spécifique à notre secteur qui est très, très important, qui est l'ingénieur lubrifiant. Quand on dit secteur pétrolier, il y a les carburants super et gasoil, et il y a les lubrifiants et les bitumes. Donc, il y a plusieurs variétés de lubrifiants. Donc, c'est l'ingénieur qui connaît techniquement ces lubrifiants-là, qui connaît un peu comment il faut les utiliser, parce qu'il faut les préconisations pour pouvoir les utiliser. Et c'est lui qui conseille généralement les clients, ou bien il va peut-être appuyer les commerciaux pour pouvoir faire la promotion de ces produits. Donc, c'est en gros des métiers qui sont un peu spécifiques au secteur pétrolier. D'accord, ok. On voit que le secteur pétrolier est riche en métiers. D'accord, mais moi, je vais encore m'intéresser au métier. Vous avez parlé tout de suite de métier de pompiste. Tout à fait. Généralement, comment est-ce que les pompistes sont recrutés? Parce que déjà, est-ce qu'il faut être diplômé pour prétendre à être un pompiste, ou bien c'est un métier qui s'apprend sur le tas? Qu'est-ce qu'il en est pour le métier de pompiste? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails pour le métier de pompiste? D'accord. Pour les métiers de pompistes, effectivement, il y a un diplôme requis. Mais ce qu'il faut comprendre, que dans nos écoles, on ne forme pas les gens au métier de pompistes. Donc, mais il y a quand même un certain niveau requis pour que la personne puisse avoir un prérequis pour pouvoir mieux apprendre les métiers. Donc, c'est pourquoi généralement on demande les CAP ou les BT, ou souvent on peut même prendre des gens qui ont les DF, qui savent lire et écrire et qui puissent comprendre mieux les postes. Donc, on les forme dans nos stations-service parce qu'on les déploie. Ils travaillent à côté des pompistes titulaires, à côté des gérants qui les forment au métier des pompistes. Et il y a des périodes bien déterminées d'évaluation pour savoir est-ce que la personne est en train d'apprendre réellement et c'est à quel niveau. Donc, c'est une formation graduelle et qu'après, si on sait qu'à travers les tests écrits qui correspondent aux standards de gestion des stations-service, on se rend compte que tel pompiste a beaucoup appris et qu'aujourd'hui, il peut prétendre à un poste de pompiste titulaire. C'est en ce moment, si on a un besoin, donc on comprend, qu'on les confirme en fait. Donc, on les forme dans nos stations-service. D'accord, ok, c'est bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la procédure de recrutement de façon générale dans le secteur pétrolier? Ok, d'accord. Merci pour la question. Effectivement, le secteur pétrolier est constitué de plusieurs sociétés. Il y a effectivement des filiales des multinationales et on a des opérateurs locaux indépendants qui opèrent aussi. Donc, chacune de ces sociétés ont des procédures internes par rapport au recrutement. Mais je vais vous expliquer de façon sommaire, globalement, ce qui se passe en termes de recrutement. Donc, pour recruter, il faut qu'il y ait un besoin, une expression des besoins. Donc, l'expression des besoins est matérialisée par une fiche de poste qui détermine un peu le contenu et les périmètres du poste. C'est en ce moment qu'on a défini les profils. Et après, il faut voir est-ce que ce poste-là est inscrit dans les budgets. Donc, il faut vérifier d'abord. Et après, est-ce que ces postes-là existent dans l'organigramme? Donc, ça, c'est des éléments importants à tenir en compte. Et après, selon la société, on peut dire que voilà, on va donner les recrutements à une société spécialisée, un cabinet de recrutement, ou nous, on les fait directement. Donc, selon les options, donc, il y aura forcément la publication des postes. Et après, il y a la réception des candidatures. Après, il y a les tri des candidatures. Et après,
Globalement, il y a un panel de recrutement qui est constitué, donc qui va regarder les CV et qui va programmer les tests. Donc, il peut y avoir des tests écrits, des tests oraux ou les deux à la fois, selon les postes. Et après avoir fait ces tests, donc on établit une liste par classement. Donc on dirait que voilà, tel candidat est en première position, deuxième position, ainsi de suite. Et si ça c'est validé, donc c'est la négociation qui commence maintenant avec les candidats retenus pour les conditions d'embauche. Donc après cette négociation, donc s'il y a un accord, donc cet accord est matérialisé par une proposition d'embauche qu'on adresse au candidat retenu. Donc si le candidat retenu est d'accord avec cette proposition, donc après viendra la période de prise de fonction. Donc avant que le candidat n'arrive pour prendre poste, il faut quand même tenir compte de beaucoup d'éléments. Est-ce que le candidat a un bureau? Est-ce que le candidat a un ordinateur? Ainsi de suite. Donc, c'est la préparation matérielle pour accueillir le nouveau collaborateur ou la nouvelle collaboratrice. Et après, ce que nous faisons, on appelle plan d'induction, c'est l'accueil et l'intégration du candidat. Parce qu'il faut accompagner les nouveaux collaborateurs ou la nouvelle collaboratrice pour que la personne puisse s'adapter très rapidement. Donc, il y a l'accueil, il y a l'intégration, et après ces deux éléments, donc on est déjà en période d'essai et on va les confier au responsable de son département qui va continuer à l'accompagner jusqu'à la fin de la période d'essai qui est quand même sanctionnée par une évaluation aussi. Ok, d'accord, merci. Ok, monsieur Tangara, il y a aussi un fait. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui ont exprimé le fait qu'ils ont souvent des difficultés à trouver certains profils. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, tout à fait. Je partage ce point de vue. Nous aussi, nous rencontrons très souvent des difficultés pour avoir certains profils. Comme c'est un secteur d'activité un peu spécifique, donc on n'apprend pas à l'école. Donc, quand on recherche des profils souvent techniques, je peux parler par exemple des superviseurs maintenance, souvent c'est très difficile de trouver ces profils parce qu'on va trouver des gens qui ont fait des études techniques, qui ont travaillé dans d'autres secteurs d'activité, mais qui ne maîtrisent pas très bien comment on doit construire une station-service, quels sont les matériaux à commander, quels sont les standards en matière de construction et comment il faut maintenir une pompe, ainsi de suite. Donc là, on a beaucoup de difficultés. Donc ce n'est pas seulement la maintenance, même on prend un peu le recrutement des commerciaux. Donc comme j'ai dit, c'est un secteur un peu spécifique. Il faut que les commerciaux puissent connaître les produits pétroliers. Parce qu'on ne vend pas un produit, mais on vend une solution. Donc, il faut être en mesure d'expliquer aux clients, voilà les lubrifiants, voilà les préconisations, voilà les qualités, ainsi de suite. Donc, souvent, il y a ces problèmes qui se posent. Donc, les gens ne maîtrisent pas les produits pour pouvoir mieux vendre ces produits-là. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on a souvent des difficultés pour avoir certains profils. Mais ce n'est pas quand même tous les profils. Ok, d'accord. Donc, selon vous, par rapport à cette difficulté, quelle solution proposerez-vous pour pouvoir pallier à ce problème? Ok, pour pallier à ce problème, je pense qu'il doit y avoir une collaboration entre les sociétés de placement, que ce soit privé ou public, et les sociétés pétrolières qui sont regroupées dans une organisation faîtière qu'on appelle GPP, Groupement Patronal des Pétroliers. Donc, il faut que ces sociétés de recrutement sachent quels sont les métiers recherchés dans les secteurs pétroliers. Donc, dans ce cas, ils vont constituer certainement un vivier de candidatures qui pourra certainement satisfaire aux besoins de ces sociétés-là. Donc, au-delà de ça, pour combler la partie spécificité du secteur, toutes les entreprises font déjà des formations. C'est mieux qu'il y ait quand même des formations un peu poussées au début pour accompagner les nouveaux collaborateurs pour qu'ils puissent maîtriser les métiers. Ok, d'accord. Quels sont quelques avantages
qu'offre le secteur pétrolier, par exemple, à leurs employés, les avantages à avoir quand tu travailles dans le secteur pétrolier, par exemple. Ok, donc il y a des avantages. D'abord, j'ai parlé tout de suite des formations. Donc, c'est un secteur qui forme beaucoup. Donc, ça veut dire que les collaborateurs vont monter en compétences. Au-delà de ça, l'énergie, c'est quand même un secteur d'avenir. Donc, celui qui travaille dans ces secteurs, s'il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine stabilité des postes. Donc, au-delà de ça, quand on dit qu'on travaille dans le secteur pétrolier, tout le monde s'attend quand même à avoir des tickets des tickets de carburant ou d'autres avantages en nature. Je dirais plutôt que cette politique dépend de chaque société et du métier. Par exemple, on ne peut pas quand même recruter un commercial qui va aller démarcher les clients et qu'on ne donne pas un véhicule, qu'on ne donne pas de carburant pour se déplacer, qu'on ne donne pas les téléphones, qu'on ne donne pas les crédits de communication téléphonique. Donc, il y a des objectifs qui sont fixés. Il faut quand même donner les moyens aux collaborateurs, à la collaboratrice pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais je dirais plutôt que c'est en fonction des métiers et c'est en fonction de l'entreprise. Comme le secteur pétrolier, c'est une globalité et c'est composé de plusieurs sociétés. D'accord. Merci beaucoup, M. Tangara, pour ces différentes réponses. Merci. Nous passons maintenant au débat du jour. C'est juste après le jingle. Ok, Monsieur Dambélé, c'est maintenant l'heure de pouvoir échanger avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui est Monsieur Dambélé? Ok. D'abord, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Voilà, moi, je m'appelle Abdoulaye Dambélé, on m'appelle DAF, comme vous savez. Ok, donc j'ai eu mon bac en 2018. Okay. Après, je suis allé à l'université Sup Management. Donc, j'ai eu ma licence l'année passée en management logistique. Donc là, je continue en master. D'accord. Ok, donc, est-ce que vous êtes en quête d'emploi? Oui, tout le monde, on est tous en quête d'emploi. D'accord. Ok, aujourd'hui, on a M. Tangara, qui est le responsable des ressources humaines. Est-ce que le secteur pétrolier, c'est un secteur qui vous parle? Est-ce que c'est un secteur qui vous intéresse particulièrement? Oui, c'est un secteur qui me plaît beaucoup. Déjà, je suis rentré, j'ai choisi la logistique, c'était à cause de ça. D'accord. D'abord, mais après, j'ai vu qu'après, c'était un peu difficile de rentrer dans le secteur parce que je me suis beaucoup renseigné pour ça. Et ça me plaît beaucoup parce que déjà, quand on parle du pétrole, c'est l'avenir du pays. Vous voyez, c'est un secteur qui travaille H24, je dirais, 7 jours sur 7 aussi. Donc, comme on dit, l'infrastructure précède le développement. Et sans le pétrole, on ne peut pas parler d'infrastructure. D'accord. Ok, vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu votre licence l'année dernière. Est-ce que vous avez fait des démarches pour avoir un emploi? Quelles sont les démarches que vous avez effectuées pour avoir un emploi? Ouais, bon, déjà, je me suis inscrit sur LinkedIn. Okay. C'est cette année même que je me suis inscrit. J'ai beaucoup postulé, j'ai vu beaucoup d'offres d'emploi, des trucs de stage. J'ai beaucoup postulé, mais c'était toujours sans réponse. Okay. Ouais, mais comme au Mali ici, pour avoir un emploi ou même pour avoir un stage, il faudrait que tu passes par des connaissances. Ah bon? Ouais. Monsieur Tangara, vous allez retenir ça parce qu'on va revenir vers vous. Il y a une affirmation qui vient de se faire. Ouais. Ok, donc quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face dans la recherche? C'est sûr que vous continuez à faire face à ces difficultés-là. Oui, quelles sont quelques-unes de ces difficultés? Ok, les difficultés, il y en a plein. Parce que déjà, quand on envoie un CV, par exemple sur LinkedIn, ou bien quand il y a des sites qui font des offres d'emploi, quand on envoie notre CV, on est toujours sans réponse déjà. Ça, c'est déjà l'un des plus grands problèmes. Parce que quand on envoie les CV, on a besoin d'une réponse. Si c'est oui ou si c'est non. Tu vois, donc, on est toujours sans réponse. Et on attend, on est toujours là en poste tous les jours. Moi, j'ai même activé la cloche de notification à chaque fois. Je reçois des cloches de notification, je postule, mais c'est toujours sans réponse. Donc, c'est l'un des plus grands problèmes. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème.
Donc, Monsieur Tangara, je ne sais pas si vous voulez réagir rapidement à ça avant de continuer. Ok, d'accord. Je pourrais apporter quelques réponses. Donc, à mon avis, c'est bien de postuler, s'asseoir, envoyer des CV, mais souvent c'est encore mieux d'aller dans ces entreprises pour s'y renseigner, pour dire que j'ai envoyé une candidature spontanée, j'ai tel profil, est-ce qu'actuellement vous avez des besoins? Ouais. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, les sociétés quand même reçoivent une quantité importante de candidatures voilà, par mois, par jour, ainsi de suite. Donc c'est mieux de se déplacer de temps en temps pour aller voir ces entreprises. Le mieux, c'est de rencontrer les responsables RH pour dire que voilà, j'ai fait une candidature spontanée. Est-ce que vous avez reçu? Parce que je n'ai pas eu de feedback. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des besoins, que ce soit en stage, que ce soit un poste chez vous actuellement? Il faut établir les contacts au-delà d'envoyer les mails. Vous avez touché à un aspect qui tous les Maliens savent. Effectivement. Il faut des connaissances, des réseaux pour avoir les stages ou bien pour avoir un emploi. Mais je vous avoue que ce n'est pas tous les cas. Les entreprises ont des besoins. Les besoins sont bien définis dans la fiche des postes. Et ils ont besoin de quelqu'un qui peut faire le boulot. Donc, c'est pourquoi ils passent des annonces, tout. Je ne dirais pas que la relation ne joue pas. Mais à un niveau, c'est un problème de compétences qui va se poser. Est-ce que je connais telle personne parce que la personne a été recommandée par X, mais est-ce qu'aujourd'hui, la personne est apte, la personne a toutes les compétences pour pouvoir prendre ce poste? Cette question va se poser. Et ce qui est important que vous devez comprendre, dans les multinationales, le recrutement, c'est un processus. Ça voudrait dire que les responsables locaux qui sont là, que ce soit les DRH, que ce soit si c'est un poste de finance, que ce soit les directeurs financiers, ne sont pas uniquement des décideurs. Donc, il y a des organisations qu'on appelle des liens fonctionnels, d'autres personnes qui ne sont pas au Mali, qui interviennent dans l'activité et qui interviennent dans le processus de recrutement. Donc, ça voudrait dire que même quand vous envoyez une personne recommandée, lui, il n'est pas ici, il ne connaît pas ça. Il va évaluer, voilà mon job qui doit être fait au Mali. Est-ce que telle personne fait mon affaire, oui ou non? Moi, à la fin, je me suis même dit que c'est par chance. Parce que déjà, si vous postulez, si vous voulez recruter quelqu'un et que vous recevez, par exemple, 700 candidatures, vous n'allez pas regarder les 700. Je vous avoue qu'on regarde. Je vous avoue qu'on regarde, mais on fait un traitement rapide. Ah, ok. Parce que déjà, quand on regarde le CV arrivé, quelqu'un qui n'a même pas d'objet dans son mail, est-ce que c'est la peine d'ouvrir et de regarder ça? Ça, c'est des erreurs alors. Et après, on ouvre le CV. Donc, la présentation du CV, déjà, on sait de quoi ça y est. Ah, ouais. Donc, directement, c'est pourquoi j'ai dit qu'on fait un traitement rapide. Okay. D'accord. Ok, monsieur Dombele, on va aller rapidement. Vous avez des questions pour monsieur Tangara? Ouais, je voulais savoir, par exemple, entre 2021 et cette année, par exemple, en 2021, la plupart des recrutements que vous avez faits, est-ce que c'est via Internet ou bien c'est via physique? Généralement, pour nos recrutements, on passe des annonces. On passe des annonces carrément pour dire qu'on recherche tel profil. Et pour les candidats, on dit qu'il faut postuler à telle adresse. Donc, on reçoit les candidatures et on fait un traitement de ces candidatures. Mais dire que voilà, on a fait des recrutements sans publication, je vous avoue que c'est très rare chez nous. Oui, mais genre, par exemple, ceux qui se déplacent pour aller déposer le CV, les lettres de motivation à l'agence, et ceux qui envoient par mail. Donc, qu'est-ce que vous consultez le plus? C'est ce que je veux savoir. Moi, je suis plus... Personnellement? Je suis plus enclin à regarder ce qu'ils envoient par mail. Ah, ok. Parce que les dossiers physiques qu'on reçoit par jour, c'est aussi une quantité importante. Et à un moment donné,
il y aura un problème d'espace pour pouvoir les classer. C'est ça. Mais quand on en reçoit par mail, il suffit juste de lancer une recherche, c'est très facile de retrouver. Sinon, généralement, on fait des classements voilà, selon les profils. D'accord, merci. On va aller rapidement parce que là, on vient de me signaler qu'il est l'heure. Est-ce que vous pouvez poser la deuxième question rapidement? Bon, c'était pour savoir aussi, quand vous faites des recrutements, c'était sur quel site généralement que vous faites des recrutements? Nous passons des annonces sur Malibara. Ok. Voilà. D'accord. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Doblé. Monsieur Tangara, on va aller rapidement. Vous allez donner les conseils à tous les chercheurs d'emploi, ceux qui veulent évoluer dans le secteur pétrolier ou autres, ceux qui veulent évoluer dans tout autre secteur d'activité. On va aller très rapidement, quelques mots. Ok. D'accord. Donc, pour les demandeurs d'emploi, donc, je leur demande d'abord de se renseigner sur la bonne manière d'élaborer des CV et des lettres de motivation. Je leur demande d'envoyer les candidatures spontanées dans les entreprises déjà ciblées et de temps en temps de passer dans ces entreprises-là pour demander la suite réservée à votre candidature. Donc, mais il ne faut pas rester derrière l'écran pour dire que j'ai envoyé, donc ils vont me répondre. Donc, il faut être courageux, faire les déplacements souvent, donc pour taper à la porte pour pouvoir attirer l'attention du recruteur. C'est ça le conseil. Merci beaucoup. J'espère que les chercheurs d'emploi ont pris note de cette réponse de M. Tangara. Nous passons maintenant aux astuces, juste après le jingle. Ok, aujourd'hui, comme astuce, c'est comment travailler efficacement en équipe. Nous allons donner quelques points pour vous aider à mieux gérer votre équipe, à mieux vous imprégner de votre équipe, à mieux vous intégrer aussi dans votre équipe de travail. Donc déjà, le premier point, quand tu travailles avec d'autres personnes, il faut être transparent et honnête. C'est très important. Déjà que le boulot, ça demande la participation de tous. Donc la transparence est de mise. Il faut être transparent et honnête. Quand il y a quelque chose à faire, il faut le dire. On doit faire telle chose, on doit faire telle chose pour qu'au moins tous les autres aussi puissent participer ou bien puissent donner leur point de vue. C'est important. Le deuxième point, c'est de toujours respecter ses collègues. Le respect entre deux personnes, c'est important, c'est primordial dans toute chose. Il faut respecter les autres pour qu'en retour, ils puissent aussi vous donner le respect qu'ils vous méritez. Quand vous ne respectez pas les autres, il faut savoir qu'ils ne vont pas vous respecter, surtout dans le milieu du travail. Le respect est important, même si vous savez que cette personne peut-être est moins âgée que vous, mais déjà le fait même que vous soyez dans la même équipe, ça veut dire que vous avez à peu près les mêmes compétences. Donc ça veut dire que vous devriez vous aider, vous devrez vous entraider pour pouvoir mener cette équipe loin. Ensuite, proposer son aide ou des solutions. Comme je le dis, c'est un travail d'équipe. Il faut apporter, il faut envoyer quelque chose, apporter aussi votre grain de sel pour pouvoir aider cette équipe à réaliser les travaux, mais à réaliser les objectifs qu'on a fixés à cette équipe. Prendre le temps d'écouter les collègues. Prendre le temps d'écouter aussi les autres. Même si vous pensez que c'est toujours vous qui avez la bonne solution, même vous avez toujours les bonnes idées, c'est toujours important de penser aux autres. Ah bon, on est arrivé sur telle étape, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'on doit faire selon toi? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Prendre en compte l'avis des autres, ça vous permet de pouvoir avoir plus ou moins une très bonne idée pour pouvoir arriver à atteindre vos objectifs. Et développer l'entraide et le partage avec ses collègues, comme je viens de le dire. Quand vous vous entraidez, c'est sûr que toujours le boulot qui est fait, il est toujours bien fait et vous arrivez à atteindre vos objectifs tous les jours. Donc, c'était en quelques points, quelques astuces pour vous aider à mieux travailler en équipe. Donc, chers invités, bon, nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur Tangara, merci à vous. Merci pour votre participation. Ça a été un honneur de vous avoir sur le plateau de Mag Emploi. Merci pour tous ces conseils que vous avez donnés à ces chercheurs d'emploi qui aujourd'hui ne savent pas comment être guidés pour pouvoir avoir l'emploi qu'ils recherchent. Merci énormément pour vos différents conseils. Merci. Nous espérons aussi vous avoir un autre jour pour un autre sujet encore, pas forcément peut-être pour le secteur pétrolier, mais un autre sujet aussi qui touche sur le recrutement, mais qui touche en général sur l'emploi. D'accord, avec plaisir. D'accord. Merci également à Dambélé Fadiala, c'est ça, hein? Fadiala Abdoulaye. Merci d'avoir participé à l'émission, de chercher à vous imprégner de toutes les astuces de comment il faut faire pour pouvoir trouver un emploi. Merci aussi pour l'expérience que vous avez vécue, d'avoir partagé sur le plateau de Mag Emploi.
Merci. Donc, merci également à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent tous les jours, chaque mercredi, qui sont toujours avec nous sur l'émission de Mag Emploi. On vous rappelle que l'émission Mag Emploi, c'est votre émission, c'est l'émission qui a été mise en place pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Donc, ne vous cherchez toujours à suivre cette émission, soyez fidèles à cette émission pour vous aider dans votre recherche d'emploi. On se retrouvera la semaine prochaine sur Joliba TV News. L'émission a été préparée par Mali Bara, a été présentée aussi par Mali Bara. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.